La crise d'épilepsie est provoquée par une activité électrique anormale des neurones et les convulsions peuvent affecter toutes les fonctions coordonnées par le cerveau. Selon l'Association québécoise de l'épilepsie, chaque année, cet état est diagnostiqué chez plus de 15 000 Canadiens. Que se passe-t-il dans notre cerveau au moment d'une crise? Quelles sont les solutions pour apprivoiser l'épilepsie? Les nouvelles méthodes et avancées technologiques disponibles pour répondre à ce besoin? Bienvenue dans Questions de santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux diplômés de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, le docteur Alexander Veil et le docteur Philippe Major. Bonjour à vous deux et bienvenue à Questions de santé. Docteur Major, vous avez complété votre spécialité en neurologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine en 2006. Vous avez ensuite poursuivi en 2008 par une formation en épilepsie pédiatrique au Massachusetts General Hospital. Vous étiez également fellow responsable de la clinique de sclérose tubéreuse de Bourneville. Vous êtes également directeur de programme de résidence en neurologie pédiatrique de 2012 à 2018. Vous avez été nommé chef du service de neurologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine. Vous êtes également chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine, mais aussi professeur agrégé au département de neurosciences avec une affiliation secondaire au département de pédiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Depuis 2008, vous dirigez la première clinique canadienne vouée aux soins des patients atteints de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Enfin, vous vous intéressez particulièrement aux atteintes neurologiques, en particulier l'épilepsie, mais aussi les retards intellectuels et développementaux comme l'autisme et les troubles psychiatriques. Docteur Major, simplement, qu'est-ce que l'épilepsie et que se passe-t-il réellement dans notre cerveau? Donc, premièrement, merci pour l'introduction et puis merci pour l'invitation qui a été adressée à Dr. Veil et à moi de venir vous parler de l'épilepsie. En fait, c'est un sujet qui, historiquement, est un peu tabou. C'est une maladie qui restait parfois secrète dans les familles. Et on voit avec tout le mouvement d'acceptation des différences qu'on voit dans la société actuellement, que ce soit au niveau des maladies neurologiques, de la santé mentale, on parle de plus en plus de ces problématiques et on s'en réjouit parce que ça permet de briser l'isolement de nos patients, de leurs familles. Alors, l'épilepsie, c'est assez commun. Ça touche, comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes, que ce soit les patients, leurs familles, la société. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde, en fait. Il n'y a pas de lien particulier avec l'origine ethnique, le statut socio-économique, etc. Ça peut toucher n'importe qui. Comme vous l'avez mentionné, il y a deux pics d'incidence durant l'enfance et chez les personnes âgées. Et les causes, elles sont extrêmement nombreuses. Tout ce qui peut toucher le cerveau de près ou de loin, en fait, peut causer des convulsions et éventuellement de l'épilepsie. Les causes vont être variables selon qu'on a un enfant ou une personne âgée, évidemment. Faut savoir, par contre, que chez 2/3 de nos patients, on ne trouve pas de cause. On cherche les causes, on fait des tests, mais il n'y a pas de cause en particulier. Chez ces patients-là, la plupart du temps, en fait, c'est des causes présumément génétiques, pas nécessairement héréditaires, mais présumément génétiques. Et dans l'autre tiers des patients, il peut y avoir là aussi plusieurs causes. Ce soit des causes structurales, des causes infectieuses, des causes métaboliques ou d'autres causes génétiques plus spécifiques. Et si je reviens un petit peu plus aux causes structurales, on peut avoir différentes lésions et on a la chance d'avoir Dr. Veil, neurochirurgien ici, qui pourra peut-être en toucher un mot à ce sujet. Merci beaucoup, Dr. Major. À vos côtés, le Dr. Veil. Dr. Veil, vous êtes neurochirurgien pédiatrique, diplômé du département de chirurgie de l'Université de Montréal, plus précisément en neurochirurgie depuis 2013. Vous êtes également professeur agrégé de clinique au département de chirurgie de la faculté de médecine et professeur adjoint au département de neurosciences. Vous pratiquez dans le service de neurochirurgie du département de chirurgie au CHU Sainte-Justine et au CHUM depuis 2015. Vous avez également fait votre fellowship en neurochirurgie pédiatrique à l'Université de Miami
et que vous avez obtenu donc en 2014. Vous êtes également directeur du programme de fellowship en neurochirurgie pédiatrique depuis 2016. Vous êtes également, comme docteur Major, chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et tout récemment, vous venez d'être nommé secrétaire à la Ligue canadienne contre l'épilepsie en octobre dernier. Au quotidien, vous traitez des patients atteints de troubles neurochirurgicaux avec une expertise en épilepsie. Vous avez développé notamment le premier programme de traitement au laser pour l'épilepsie au Canada. Dr Veil, à quel moment devrait-on envisager une chirurgie pour traiter l'épilepsie? Bon, mais tout d'abord, merci également pour l'invitation de venir vous parler de cette condition qui nous touche beaucoup, l'épilepsie. Il y a vraiment deux circonstances principales chez les patients où on va être amené à faire une opération. Donc, la première, c'est un patient qui a une maladie, par exemple une tumeur cérébrale, qui se présente avec une épilepsie, mais dont le but de l'opération, c'est d'enlever la tumeur cérébrale pour traiter la tumeur cérébrale. Et qu'on sait qu'en faisant ce geste-là, par conséquent, l'épilepsie va être améliorée. La deuxième raison, et je vous dirais c'est la raison principale de faire une chirurgie pour un patient épileptique, c'est que le patient souffre d'une épilepsie pharmacorésistante ou une épilepsie qui est réfractaire au traitement médical. On sait que le premier ligne de traitement que mes collègues neurologues, le Dr Major, va commencer chez les patients, c'est le traitement médical, c'est-à-dire donner des médicaments pour ou bien guérir ou réduire les crises épileptiques chez un patient épileptique. Mais malheureusement, un certain pourcentage des patients, jusqu'à 40% des patients, ne vont pas répondre à des médicaments. Donc, après un essai de 2 médicaments sur 1 ou 2 années, on peut qualifier le patient d'avoir une épilepsie pharmacorésistante. Et chez certains de ces candidats-là, ou de ces patients-là, on va pouvoir offrir une intervention chirurgicale pour ou bien guérir ou parfois réduire la sévérité de leur épilepsie. Merci beaucoup. Vous l'aviez dit, tous les deux, l'épilepsie peut toucher aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Mais y a-t-il peut-être une population plus particulièrement qui est touchée par cette maladie et quelles sont les causes potentielles? Oui, en effet, évidemment, nous, on s'occupe des enfants, donc on voit... c'est la majorité de notre travail. Chez les enfants, quand on identifie une cause, des causes malformatives, des causes post-accident vasculaire cérébral, des causes infectieuses. Donc, on voit un peu de tout à ce niveau-là pour les enfants. Il faut savoir que l'épilepsie, ça touche 0,4 à 1% de la population. Donc, c'est très fréquent. Donc, on voit de tout. Chez les personnes âgées, ça peut être complètement autre chose. Justement, on voit beaucoup d'épilepsies qui suivent des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut être associé à diverses maladies neurodégénératives ou évidemment à des tumeurs cérébrales là, qui sont souvent associées avec l'épilepsie. Est-ce que vous voulez compléter peut-être, Dr Veil, par rapport à l'aspect chirurgical? Est-ce que vous auriez quelque chose peut-être à compléter? Oui, en fait, en chirurgie, il y a 3 façons de traiter les patients épileptiques. La majorité des chirurgies qu'on va faire, c'est des chirurgies où on va enlever la région responsable aux crises épileptiques. C'est une région focale, donc une partie du cerveau. La vaste majorité des patients chez qui on va faire ce genre d'intervention-là, c'est des patients qui ont une malformation cérébrale, dont la plus fréquente, c'est la dysplasie corticale. Et c'est du cerveau qui s'est mal formé pendant l'embryogenèse. Je dirais la deuxième cause la plus fréquente d'épilepsie pharmacorésistante qu'on amène à faire une chirurgie d'excès, c'est les tumeurs cérébrales. Et habituellement, c'est des tumeurs bénignes, de bas grade, qui poussent très, très lentement, mais qui surtout sont irritants. Ils irritent le cerveau et causent des crises épileptiques. À peu près toute maladie qui peut toucher le cerveau de façon focale peut, en théorie, causer des crises épileptiques. Mis à part ces deux
causes que je viens de mentionner, souvent ça peut être des malformations vasculaires, comme des cavernomes. Ça peut être des patients qui ont une ACV, donc des accidents cérébrovasculaires. Ça peut être des infections. Le deuxième type d'opération qu'on peut offrir chez les patients, c'est des opérations pour déconnecter la région du cerveau qui cause l'épilepsie. Ou bien, le troisième type d'opération, c'est une intervention de neurostimulation où on veut stimuler la région d'épilepsie qui peut être plus diffuse. Et chez les patients qui ont une épilepsie plus diffuse, souvent, comme Dr. Major a mentionné, c'est des épilepsies génétiques qui peuvent être responsables pour des encéphalopathies épileptiques. Donc, je pense que le message principal, c'est que, en fait, les patients que moi, je vais rencontrer comme neurochirurgien, même si c'est probablement la minorité des patients qui souffrent d'épilepsie vont se rendre à une chirurgie, en fait, ça demeure une population de patients extrêmement hétérogène. Et c'est un peu le défi qu'on a, c'est que cette maladie, elle est hétérogène et complexe. Merci, Dr. Veil. Vous avez parlé justement de la façon, justement, peut-être de contrôler donc cette maladie-là, mais j'aimerais vous entendre également, Dr. Major, par rapport aux solutions pour apprivoiser peut-être l'épilepsie au quotidien. Oui, heureusement, on arrive à contrôler l'épilepsie d'une manière acceptable chez environ 2/3 de nos patients, là aussi. Donc, auparavant, il y a plus d'une centaine d'années, il n'y avait pas vraiment de traitement pour l'épilepsie. Mais maintenant, avec l'avènement de la pharmacologie moderne, on a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour nos patients. C'est la première ligne de traitement. On en a plus d'une quinzaine de médicaments qui sont disponibles au Canada pour traiter nos patients. On va les choisir en fonction de l'efficacité reconnue pour tel type de syndrome épileptique, tel type d'épilepsie, puis aussi en fonction du profil d'effets secondaires. Donc, il y a beaucoup de choix. Donc, c'est une discussion qu'on a avec les parents, avec les patients. Bon, une fois que au moins, donc on parle d'épilepsie réfractaire quand on a un échec à au moins 2 traitements antiépileptiques. À ce moment-là, on a le devoir de vérifier si notre patient peut être un candidat à une chirurgie de l'épilepsie, une chirurgie dont Dr. Veil vient de parler. Si ce n'est pas le cas, on a aussi d'autres alternatives. On peut parler de la diète cétogène, qui reste un excellent traitement pour l'épilepsie. Vous connaissez probablement, vous avez déjà entendu parler, la diète cétogène, c'est à la mode actuellement dans la population en général, mais en épilepsie, ça fait plus d'une centaine d'années qu'on l'utilise. Ça vient du fait que les patients avec épilepsie, quand ils jeûnaient pour une quelconque raison, ils ont remarqué qu'ils convulsaient moins. Donc, à l'Université de Johns Hopkins, il y a environ 100 ans, justement, ils ont développé cette diète où il y a une légère privation calorique, puis le patient mange beaucoup de liquide, de lipides plutôt et du liquide aussi. Et ce que ça fait, c'est que ça va modifier le métabolisme du patient, puis pour une raison qu'on ne comprend pas, mais qui est bien réelle, là, on voit une diminution de la fréquence des crises. Il faut savoir que ce n'est pas une petite diète qui se fait sur le coin de la table. Là. On a un nutritionniste dans l'équipe qui suit les patients. Les patients sont la plupart du temps admis à l'hôpital. On commence par un peu de jeûne, on calcule tout. Alors, c'est très attrayant, c'est une diète, mais c'est quand même une diète contraignante au bout du compte. Donc, on a donc les médicaments, la diète, on a des traitements, on peut dire, un peu expérimentaux. Là. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais le cannabis est à la mode ces temps-ci. Et pour nos patients qui, justement, ne sont pas candidats à une chirurgie réceptive, on peut parler de stimulation cérébrale, que ce soit avec le stimulateur du nerf vague ou stimulation profonde. Dans ce temps-là, on envoie nos patients aux bons soins du Dr. Veil. Merci beaucoup. Bien justement, Dr. Veil, peut-être c'est une question qui s'adresse à vous. Est-ce qu'on peut mourir de la crise d'épilepsie? Oui, en fait, de façon tragique, on peut mourir d'une crise épileptique. Je vous dirais c'est rare, c'est rare, mais c'est tellement un événement tragique que c'est marquant. On sait que l'épilepsie chronique, en fait, les patients qui souffrent d'épilepsie chronique sont à risque ce qu'on appelle le SUDEP, S-U-D-E-P, SUDEP, qui est essentiellement un mort subie. Le risque est faible. Donc, je ne veux pas alarmer l'audience. Le risque que cela se produit est extrêmement faible, mais quand c'est un événement si majeur
est tragique, ben, c'est bien, ça suscite beaucoup d'intérêt de notre part pour pouvoir trouver des solutions. Donc ça, c'est une des causes. Et d'ailleurs, une des raisons pourquoi on cherche à traiter les crises épileptiques de façon agressive et contrôler l'épilepsie, pas juste pour améliorer la qualité de vie, mais essayer de prévenir l'arrivée de cette complication rarissime. Mais bien sûr, une crise épileptique, si l'audience a déjà vu, on peut perdre connaissance, on peut avoir des mouvements, de bouger les bras, les jambes, des mouvements myocloniques. Et donc, si une crise épileptique survient pendant une circonstance, comme si le patient est en train de conduire ou nager ou peut tomber, bien sûr, les circonstances peuvent faire en sorte qu'il y a des dangers pour un trauma et on peut mourir de cela. Puis en termes de durée, combien dure une crise normale selon vous? C'est une excellente question. C'est très variable. Hein? L'épilepsie, c'est hétérogène, donc les convulsions aussi. La règle générale, au moins 90% des crises durent moins que 5 minutes. Mais on a des patients, par exemple, qui font l'épilepsie de type absence. Ils peuvent faire une centaine d'absences par jour, mais ça dure 10 secondes. Tandis qu'on a des patients qui font une crise par mois, mais la crise, quand elle survient, elle peut durer 30 minutes. Donc, et plus, parfois. Donc, ça fait qu'autant les causes sont assez variées, le type de crise, hein, quand on voit quelqu'un faire une crise d'épilepsie, on n'en a pas parlé nécessairement ici, mais ce qu'on voit dans les films, habituellement c'est mal fait, mais c'est des mouvements répétitifs, avec perte de conscience, avec beaucoup de salive. Ça arrive, évidemment, mais il y a beaucoup de crises plus focales, avec soit une déviation d'un côté, une perte de conscience. Donc ça aussi, ça peut être très variable. Mais donc la durée l'est aussi. Merci beaucoup. Justement, puisqu'on parle justement de la crise en tant que telle, puis de la durée, si on assiste à une crise donc d'épilepsie, que ce soit dans la rue ou dans son lieu de travail, comment devrait-on réagir pour aider la personne et ne pas peut-être aggraver la situation? Oui, si je peux me permettre de répondre en fait à cette question. Donc, ça arrive assez souvent dans notre clinique externe en neurologie. Ça peut arriver partout. Donc, c'est une excellente question. Premièrement, il ne faut pas paniquer. OK? C'est la première règle dans la vie en général, pas paniquer. Puis, il faut essayer de se souvenir soit de ce que j'ai dit ou de nos cours de RCR. Première étape, s'assurer qu'on est dans un endroit sécuritaire. Si on est justement dans le milieu de la rue, c'est peut-être intéressant de bloquer le trafic pour pas qu'il y ait d'autres conséquences. Mais si on est sécuritaire, si la personne a beaucoup de salive qui sort de sa bouche, on peut tourner la personne sur le côté pour que la salive s'écoule, pour pas que la personne s'étouffe avec la salive. Petite parenthèse, on peut pas s'étouffer avec notre langue, on s'étouffe avec la salive, donc c'est pas nécessaire et c'est pas recommandé surtout de mettre quoi que ce soit dans la bouche, les doigts, une cuillère ou quoi que ce soit. Là, c'était des croyances anciennes. L'autre recommandation, c'est de regarder votre montre parce que quand on est stressé, le temps devient un peu plus élastique et on dit qu'après 5 minutes de crise, c'est le moment d'appeler le 911. Pourquoi appeler le 911 à ce moment-là? En fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, 90% des crises se terminent en bas de 5 minutes. Donc, si ça arrête spontanément, comme ça le fait la plupart du temps, pas nécessaire de venir à l'hôpital. Si la personne n'est pas connue pour faire de l'épilepsie, on sait juste d'appeler son médecin puis faire des ajustements de médicaments habituellement. C'est ça le cheminement. Mais si au bout de 5 minutes, la personne convulse encore, 911, à ce moment-là, l'ambulance va arriver, va prendre le patient, l'amener à l'hôpital. Et c'est là que nos urgentologues, les infirmières, le personnel de l'urgence va les prendre en charge, la plupart du temps en mettant un accès intraveineux pour pouvoir donner des médicaments intraveineux. Et la plupart du temps, ça permet de faire cesser la crise. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que la crise dure trop longtemps. Okay? Donc, la définition classique de l'état de mal épileptique, c'est 30 minutes. Ça tend à descendre vers 15 minutes. Mais pourquoi on a cette définition-là? C'est que plus le temps avance, plus il peut y avoir un risque d'endommager, si je peux dire, les cellules du cerveau. Okay? Donc, on veut pas que ça se prolonge. Et plus ça se prolonge, plus on donne des médicaments, ça devient de plus en plus difficile de contrôler la crise. Donc, tout ça pour dire que la portion pour tout le monde, donc, pas paniquer, la règle du 5 minutes, puis on appelle le 911.
Merci beaucoup. Puisqu'on parle donc de la crise, on va parler maintenant peut-être plus des traitements à l'heure justement de l'explosion des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. La question que j'aimerais vous adresser à tous les deux, c'est quelles sont les nouvelles méthodes et les avancées technologiques pour répondre donc à cette maladie, aussi bien donc du côté de la neurologie que du côté de la chirurgie, si c'est possible. Oui. Donc, je propose de parler peut-être du bilan pré-chirurgical puis des technologies qu'on utilise, puis ensuite peut-être que Dr. Vell pourrait parler au niveau dans son champ d'expertise de la salle d'opération. Donc, en fait, notre rôle en tant qu'équipe, là, que ce soit neurologue, neurochirurgien, neuropsychologue, etc., c'est quand on a un patient avec une épilepsie réfractaire, on veut déterminer premièrement, et puis on considère une chirurgie de l'épilepsie, premièrement, où est le site exact, le site d'origine des crises. Ça, c'est la première question. Puis deuxième question, est-ce qu'on peut aller opérer cette région sans causer des conséquences qui sont inacceptables? Donc, pour nous permettre de répondre à la première question, c'est-à-dire où est le site de l'épilepsie, on a plusieurs techniques qu'on utilise. Et c'est ces techniques-là qui sont en développement constant. L'électroencéphalographie, c'est une vieille technique, mais on continue à la perfectionner, on l'utilise, ça reste très, très important. Dans le fond, ce que c'est, grosso modo, c'est qu'on met des électrodes sur le scalp, on mesure l'activité électrique qui est produite par les neurones, puis soit lors d'une crise ou entre les crises, on peut voir des petits indices, des petites pointes qu'on peut identifier puis localiser au niveau du scalp. C'est précis jusqu'à un certain point. Il y a des technologies en salle d'opération qui le sont plus, là, que Dr. Vell pourra détailler, mais on utilise l'électroencéphalographie de base. Évidemment, la résonance magnétique cérébrale qui nous permet d'avoir une résolution assez impressionnante du cerveau, nous permet de voir est-ce que, justement, il y a une petite malformation localisée, est-ce qu'on peut trouver une lésion, et il y a la résonance magnétique, disons, de base, mais il y a maintenant des techniques de volumétrie, des techniques d'analyse de texture, des techniques aussi de tractographie qui nous permettent de bien suivre le trajet de certaines fibres neuronales. Donc, électroencéphalographie, résonance magnétique, puis on a des tests qu'on peut dire un peu plus fonctionnels, que ce soit en médecine nucléaire, on a la tomographie par émission de positrons ou TEP scan, qui nous permet de mesurer la consommation de sucre dans le cerveau. Et on sait qu'un foyer épileptique va consommer plus de sucre. Et donc, c'est une autre technique qui nous permet de bien localiser. On a le SPECT, ou Single Photon Emission Computed Tomography. C'est fait en deux parties. Il y a une portion qu'on fait entre les crises. Ça mesure la perfusion, donc l'apport vasculaire, l'apport sanguin au niveau cérébral. Puis il y a une deuxième portion qu'on fait juste après une crise. Et donc, encore une fois, un foyer épileptique va consommer, va faire une demande énergétique plus grande. Et donc, en faisant la soustraction entre la portion interictale, donc entre les crises, puis la portion ictale après une crise, ça aussi, ça nous permet d'avoir un autre indice. On a aussi accès à l'Université de Montréal, au CHUM précisément, à une machine de magnétoencéphalographie qui est complémentaire à l'électroencéphalographie et qu'on utilise depuis quelques années, mais de plus en plus, qui nous permet de mesurer l'activité, magnétique des neurones, donc complémentaire à l'EEG. Ça, c'est pour les techniques pour un peu identifier le foyer épileptique. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut aller resséquer ou enlever cette région sans causer des dommages trop importants? Par exemple, on sait que le langage chez la majorité des droitiers est dans l'hémisphère dominant à gauche. Okay? Mais parfois, on peut avoir une lésion qui fait que le langage peut s'être déplacé ou chez certaines personnes, il ne peut pas nécessairement être à l'endroit attendu. Et depuis quelques années, on a la chance d'avoir un laboratoire d'imagerie optique qui nous permet de tester, de mieux latéraliser, même localiser le langage chez nos tout-petits, chez même des patients qui collaborent pas très bien. Et puis c'est grâce à nos collègues neuropsychologues de l'Université de Montréal. Donc c'est une technique très, très puissante qu'on utilise beaucoup chez nos patients. Donc, en résumé, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, électrophysiologie, imagerie et des tests de neuropsychologie vont nous permettre d'essayer de répondre le mieux possible
aux deux questions. Et je passe la parole à mon collègue pour les techniques chirurgicales. Oui, donc vous nous parliez justement, Dr. Veil, de l'intervention au laser, quelque chose que vous avez été peut-être, donc vous avez été le premier donc à utiliser au Canada. Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu plus? Oui, ben en fait, le laser, c'est une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle une ablation thermique, mais essentiellement, c'est d'enlever la région responsable à l'épilepsie chez le patient de façon minimalement invasive. Pour comprendre le laser, il faut comprendre le contexte plus global de la chirurgie. Puis, en fait, il y a deux types de patients chez qui on va pouvoir amener un traitement chirurgical. Ou bien les patients que leur épilepsie vient d'une région précise. Donc, les tests du docteur Major et de ses collègues ont identifié une zone précise responsable des crises épileptiques. Et si c'est le cas, ben là, on peut offrir, et que cette zone-là n'a pas de fonction importante, par exemple des fonctions de motricité ou des fonctions langagières ou des fonctions de mémoire, ben là, on peut offrir une intervention chirurgicale pour enlever cette région-là, puis espérer guérir l'épilepsie. Ça, c'est un peu la situation idéale pour un patient. Malheureusement, beaucoup de patients, leur épilepsie ne vient pas juste d'une région, mais de plusieurs régions, donc on appelle ça multifocale, ou de tout le cerveau, là, donc une épilepsie généralisée. Et chez ces patients-là, bien sûr, on ne peut pas faire une chirurgie pour enlever des multiples régions ou les deux hémisphères. Et donc, dans ces contextes-là, on peut faire des chirurgies ou bien de déconnexion pour diminuer la propagation des crises épileptiques, parce que les crises, bien sûr, ils peuvent rester dans une région du cerveau, mais ils peuvent également se propager d'une région à l'autre. Donc, on a des interventions, on peut déconnecter ces propagations pour réduire la sévérité des crises. Ou bien, on peut faire des interventions de neurostimulation. Donc, le major a bien mentionné les technologies de stimulation cérébrale profonde ou de stimulateur de nerfs vagues. Et ces technologies-là visent à par le biais de leur technologie, de stimuler des noyaux profonds dans le cerveau. Et c'est des noyaux qu'on sait qui sont un peu comme des générateurs. Et ils sont responsables un peu de la synchronisation de crise. Et donc, on sait qu'en stimulant ces noyaux-là, ils peuvent inhiber les crises et donc réduire la sévérité ou la fréquence des crises et parfois même arrêter complètement les crises. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie, la première type de chirurgie que j'ai mentionné, c'est-à-dire d'aller enlever la région épileptogène, c'est une chirurgie ouverte, la chirurgie traditionnelle, donc où un patient va être sous anesthésie générale en salle d'opération et on va faire une exérèse sous microscope de la région responsable des crises via une craniotomie, donc une incision dans la peau, enlever un volet osseux, ouvrir la fenêtre et aller avec nos micro-instruments enlever la région responsable de l'épilepsie. Et c'est ce qu'on fait depuis les débuts des années 1900 avec Dr. Penfield, un neurochirurgien à Montréal, à l'Institut neurologique. Donc, c'est une technologie ancienne, mais qui avec la modernisation de la médecine, se fait de façon efficace et sécuritaire. Mais, bien sûr, c'est une grande incision. Ça implique un séjour aux soins intensifs, 24 heures, un séjour à l'hôpital d'environ 3 à 7 jours, là, selon le cas. Et le geste, parfois, peut être associé avec une morbidité, donc surtout pour des épilepsies qui sont profondes dans le cerveau. Donc, si l'épilepsie est vraiment au centre du cerveau, des fois, pour se rendre à cette région-là, on passe proche ou autour de certains vaisseaux ou certaines fonctions. Et on sait que malgré nos efforts, malgré qu'on est minutieux, on sait qu'il y a des risques de toucher ces fonctions-là, que ce soit des fonctions de mémoire, de langage, de motricité, donc des fonctions vitales pour n'importe quelle personne, mais surtout pour un enfant en voie de développement. Donc, le laser que vous mentionnez, c'est une façon de traiter ou d'enlever la région épileptogène ou la maladie, mais sans toute cette incision, craniotomie et séjour à l'hôpital. Et donc, on fait une petite incision de 4 mm
On rase même pas les cheveux. On rentre une sonde de laser dans la région épileptogène et on le brûle. Et on utilise l'IRM intraopératoire, dont on est doté d'un IRM intraopératoire à Sainte-Justine. On a la chance, grâce à des dons philanthropiques, là, et d'ailleurs le laser également, c'est grâce à des dons philanthropiques, mais avec l'IRM, ça nous permet de chauffer la maladie, la lésion, et de voir en temps réel ce qu'on est en train de chauffer, donc la maladie, et ce qu'on est en train de préserver, donc les fonctions autour. Et donc, un traitement de précision. Un traitement de précision. Cette laser est également attaché à un bras robotique, donc ça nous permet de faire une rotation, reculer, avancer via le robot. Donc, c'est comme une synergie de technologies, à la fois des technologies de laser, des technologies robotiques, les technologies d'IRM, et que Dr Major a mentionné. On a des séquences d'IRM qu'on fait maintenant de tractographie. On regardait un peu la connectivité des choses. Donc, tout ça, ça vient comme une symphonie autour du patient pour nous permettre de donc effectuer le même geste qu'on faisait avant à travers une craniotomie, de le faire de façon efficace, plus sécuritaire, puis en même temps de façon minimalement invasive. Parce que le patient, souvent, 9 fois sur 10, il va rentrer à la maison le lendemain de l'opération. Donc, ça, c'est un exemple de comment on fait les choses maintenant pour rendre les chirurgies traditionnelles moins invasives. Parmi les autres types d'opérations qu'on fait, on fait des chirurgies de déconnexion. Mais encore une fois, on essaie, au lieu de faire la technique traditionnelle, maintenant, on utilise par exemple de l'endoscopie pour faire une plus petite incision, plus petite craniotomie à travers un petit caméra, un endoscope. Ça nous permet de faire le même geste, mais en étant moins invasif. Donc, ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire au niveau des avancées technologiques, mais on va être rendu maintenant à la partie donc pour aller chercher donc les questions de notre public. Donc, j'invite tous nos participants, si ce n'est pas déjà fait, à nous transmettre l'ensemble de vos questions via le module questions-réponses, donc en bas de votre écran. Et nous allons pouvoir y répondre donc dans quelques instants. La première question que nous aurions à vous poser à tous les deux, ce serait une question relativement simple, mais je pense qu'il doit être posé. Si je fais une crise d'épilepsie, suis-je une personne épileptique? En effet, c'est une excellente question, puis ça nous ramène à la définition de l'épilepsie. Définition, pour rendre ça très simple, c'est la survenue d'au moins 2 convulsions non provoquées. Alors, on va tout analyser ça en prend au moins 2. Donc, si on en a fait une, on n'est pas épileptique. Ça en prend 2. Et non provoqué, c'est important parce que plusieurs des enfants qu'on suit font des convulsions fébriles, des convulsions associées à de la fièvre. Et donc, c'est provoqué par la fièvre. Donc, ça ne compte pas dans les deux convulsions, ou que ce soit une convulsion dans un sevrage alcoolique, dans une convulsion immédiatement après un traumatisme crânien, c'est provoqué, ça ne compte pas dans la définition. Donc, retenir, ça prend la survenue d'au moins 2 convulsions non provoquées avant d'être considéré épileptique. Merci beaucoup. La prochaine question que je vous poserai, c'est par rapport justement à la photosensibilité. On parle souvent de photosensibilité chez les personnes épileptiques. Est-ce que la télévision ou les autres objets connectés de ce monde peuvent avoir donc un effet nocif chez les malades? C'est une question très fréquente, surtout qu'on voit à quel point les enfants qu'on suit sont toujours sur leur iPad, sur tous les écrans. Avec la pandémie aussi et le télétravail. De plus en plus. Il n'en finit plus. Oui, vraiment. Donc, la photosensibilité, c'est comme ça qu'on appelle ça, on la voit chez certains de nos patients avec épilepsie. C'est pas chez tous les patients avec épilepsie. Au laboratoire, quand on fait les électroencéphalogrammes, il y a toujours une portion à la fin où on fait des tests de stimulation lumineuse intermittente qu'on appelle, ou la lumière stroboscopique, comme on peut le voir des fois dans les certaines fêtes. Donc, on stimule à certaines fréquences et puis on peut détecter certains enfants qui sont plus à risque, qui sont plus photosensibles.
C'est sûr que ces patients-là, on les identifie, puis on peut les conseiller. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, s'ils sont dans un endroit où il y a des lumières stroboscopiques, où le parent conduit la voiture, il y a une rangée d'arbres, puis tout à coup, le soleil passe à travers et tout, ça, c'est des moments où ils sont plus vulnérables. Idéalement, à ce moment-là, c'est de bloquer les yeux avec les deux mains, mais aussi, si on veut disons, évacuer les lieux, c'est de bloquer avec une main. Pas fermer les yeux parce que la lumière passe à travers les paupières. Donc ça, c'est pour ce type de patient-là. Mais c'est une minorité de patients. Et il faut savoir qu'il y a aussi des normes télévisuelles qui font qu'il y a certaines fréquences de flash qui sont pas permises, ou sinon il y a des avertissements. Il y a quelques années, il y avait un film pour enfants dont je me souviens plus du nom malheureusement, mais où ça flashait bleu rouge. Il y a plusieurs années, c'était les Pokémon au Japon. Plusieurs enfants vulnérables en fait avaient fait des crises suite à ça. Donc c'est juste d'identifier ces patients-là, puis peut-être de justement limiter les situations où ils sont exposés aux lumières stroboscopiques ou au flash à ce moment-là. Merci beaucoup. Nous avons une question de la part de Martin Monin qui nous demande: pourriez-vous clarifier les différents types de crises, petit mal ou grand mal? Est-ce que tu veux que j'y aille? Oui, allez. Petit mal, grand mal, c'est une ancienne nomenclature, en fait. Okay? C'est dans le temps, c'était séparé. Là. En fait, c'est deux types d'épilepsie qu'on dit généralisée. Généralisée, c'est pas comme dans le cancer généralisé, c'est pas plus grave. C'est juste que quand on enregistre la crise, on voit que les décharges épileptiques prennent tout le cerveau en même temps. Donc, c'est généralisé. Le grand mal, c'est la crise classique qu'on dit maintenant tonico-clonique généralisée, où la personne commence par une phase tonique, donc contraction musculaire de tout le corps pratiquement pendant quelques secondes, puis ensuite la phase clonique, donc anciennement appelée grand mal, maintenant c'est crise tonico-clonique généralisée. Petit mal, c'est une autre forme d'épilepsie généralisée, qui fait référence à l'épilepsie généralisée de type absence. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un type d'épilepsie seulement qui survient vers l'âge de 4-5 ans. Les patients peuvent faire, comme j'ai dit, même jusqu'à une centaine de crises d'une dizaine de secondes. Et c'est des crises où subitement, sans aucun avertissement, la personne fige complètement pendant 10 secondes, puis ensuite reprend conscience là où elle avait laissé. C'est comme un bout le temps s'arrête pour ces personnes-là, puis la plupart du temps, même, ils s'en rendent même pas compte. Ils peuvent en faire plusieurs, et c'est ce qu'on appelait anciennement le petit mal. C'est ce qu'on appelle les absences épileptiques maintenant. Merci beaucoup. On a une question qui se recoupe un peu concernant les travailleurs de nuit. On sait que notamment dans le secteur médical, vous êtes vous êtes bien concernés tous les deux. Les horaires sont assez fluctuants de jour comme de nuit. Est-ce que justement les changements d'horaires fréquents peuvent avoir des impacts aussi sur les personnes épileptiques? Je vais répondre à nouveau, c'est correct? Ou tu veux répondre? Vas-y. Je pense honnêtement, Dr. Major est mieux pour répondre à ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent précipiter des crises là, chez un patient épileptique là, qui peuvent baisser le seuil convulsif. Là. Le sommeil, bien sûr, souvent, mais Dr. Major, s'ils veulent précipiter des crises, souvent ils vont admettre des patients pour un monitoring, ce qu'on appelle vidéo EEG, puis ils peuvent vouloir précipiter les crises, ou bien une façon, c'est de sevrer ou diminuer les médicaments des patients, mais bien sûr, une privation de sommeil aussi. Certaines habitudes de vie peuvent baisser le seuil convulsif, mais je pense que Dr. Major sera mieux pour répondre. C'est une excellente réponse, mais en fait, souvent, les personnes qui font de l'épilepsie nous demandent est-ce que je peux faire quelque chose pour prévenir les crises? Est-ce qu'il y a des choses qui vont me rendre plus à risque de faire des crises? Puis justement, le manque de sommeil, c'est une cause fréquente, en fait, qui peut provoquer des crises. On dit en général, les convulsions, c'est non provoqué, ça arrive n'importe quand, mais si on a passé une nuit blanche, ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi, on est plus à risque de convulser. Plus à risque à cause du manque de sommeil, mais aussi parfois, quand on a des horaires un peu complexes, la prise de médicaments est moins régulière. On est moins compliant à la médication. Donc,
donc, d'être épileptique ne fait pas qu'on ne peut pas travailler la nuit. Je pense que ce qui est difficile, c'est les horaires de sommeil changeants. C'est quelqu'un qui travaille de nuit puis qui vit de nuit, qui dort le jour à des heures régulières, qui prend ses médicaments régulièrement. Ça peut fonctionner, ça va, mais de mettre le corps, de stresser le corps, de dormir à des heures régulières, c'est là que ça peut être un peu plus délicat. Merci beaucoup. Justement, on a une autre question qui nous est arrivée, donc de la part de Jonathan, qui nous demande si justement le stress peut être justement un facteur justement de déclenchement d'une crise. Ce qui nous amène aussi à une autre question qui est, je pense, assez reliée par rapport aux maladies psychiques. Donc, toutes les personnes qui ont tout ce phénomène-là ancré dans leur quotidien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Bien, je peux commencer par la deuxième partie de la question. C'est ce qu'on appelle en langage médical, j'aime pas trop le mot, mais les comorbidités, les maladies associées ou les problèmes associés avec l'épilepsie. Ça, on est très à l'affût parce que nos patients qui font de l'épilepsie sont plus à risque de dépression. Il y a un taux plus élevé de suicide chez nos patients. Il y a plus d'anxiété, plus de troubles d'apprentissage, de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est des considérations qui sont vraiment importantes dans le sens que on a la convulsion, c'est spectaculaire, oui, tout ça. Mais souvent, c'est la pointe de l'iceberg, dans le sens que on peut parfois traiter assez bien les crises, mais le reste autour peut être plus significatif. On travaille très fort pour essayer que nos patients avec épilepsie conservent une vie la plus normale possible, la meilleure estime de soi, mais on le voit, il y a plus d'isolement, il y a plus de difficultés au niveau de l'emploi, etc. Donc, ceci dit, est-ce que le stress peut causer des crises d'épilepsie? C'est une excellente question. Premièrement, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Il faudrait peut-être demander à Sonia Lupien de nous aider parce que comment quantifier le stress? De un, chaque personne va vivre le stress différemment. Comment le quantifier? Et c'est tellement variable. Je pense qu'on ne peut jamais dire jamais. Classiquement, là, si on lit dans les livres, le stress, ça ne devrait pas vraiment causer des crises d'épilepsie, mais il y a des exceptions et j'en ai vu à plusieurs reprises. Par exemple, anecdote, mais une mère qui m'amène sa jeune fille qui, à chaque fois que la mère la grondait, la chicanait, bien, la petite partait, puis les yeux partaient un peu vers l'arrière, puis elle figeait pendant une dizaine de secondes. Étrange. Ça faisait quelques mois, on a fait l'électroencéphalogramme. C'était une patiente qui avait une épilepsie généralisée de type absence, puis pour une raison quelconque, quand elle subissait ce stress, bien, ça lui provoquait des absences. Donc, c'est reconnu, par exemple, pour les absences, parfois que le stress peut engendrer des crises. Mais disons que classiquement, le lien n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, Dr. Veil? Ben, je pense que c'est très bien dit, là. Il y a certaines évidences même que, surtout chez des modèles animaux d'épilepsie, que le stress peut contribuer au développement de la maladie. Donc, ils prennent des souris, là, puis ils induisent l'épilepsie par exemple, en mettant des hormones de stress, là, le corticostéroïde ou la séparation maternelle. Et ils voient que souvent, ça peut, associer avec d'autres facteurs précipitants, comme des convulsions fébriles, dans des modèles animaux, ça peut induire la maladie. Donc, le stress et l'épilepsie sont étroitement reliés dans la genèse de la maladie et aussi dans l'exacerbation des crises. Parfait. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le... Ah, il y aurait peut-être une autre question, excusez-moi, qui touche plutôt, justement, vous l'avez dit, la crise peut survenir à n'importe quel moment et bien souvent aussi quand on est au volant de sa voiture. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'une personne qui a perdu son permis de conduire suite justement à le développement donc, de la maladie de l'épilepsie peut avoir des chances de pouvoir en retrouver l'usage un jour?
Bien, certainement, en fait. Puis nous, comme je l'ai dit plus tôt, on espère que nos patients puissent vivre la vie la plus normale possible. Puis la conduite automobile, ça fait partie de ça. Ça fait partie de notre besoin d'indépendance, etc., etc. Et la loi au Québec, je parle au Québec parce que selon les juridictions, ça peut varier, mais la loi au Québec demande au moins 6 mois sans crise, une prise régulière, compliante de médicaments, puis un suivi médical, la plupart du temps avec un neurologue. Donc, si ces 3 conditions-là sont remplies, et puis là, on parle plus de véhicules de promenade habituels, on peut reprendre le permis. Et donc, nous, en pédiatrie, c'est un sujet qu'on aborde très souvent quand notre patient atteint 14 ans, 15 ans. C'est une préoccupation importante. Est-ce que je vais pouvoir conduire? Je veux conduire. Souvent, c'est un excellent levier pour les convaincre à prendre leurs médicaments de façon régulière, pour justement qu'ils ne fassent pas de crise pendant au moins 6 mois, qu'ils puissent prendre leur cours, qu'ils puissent conduire. Et donc, oui, en fait, au niveau du risque, il y a des études intéressantes qui ont montré que parler au téléphone cellulaire en voiture, c'est beaucoup plus risqué que d'être épileptique et puis de conduire. Là. Si on a 6 mois sans crise, prise régulière de médicaments, le risque reste très faible, en fait, d'avoir un accident puis de causer des dommages. Merci beaucoup. Écoutez, c'est ce qui conclut notre rendez-vous. Donc, question de santé sur la crise d'épilepsie, comprendre, prévenir et réagir. Donc, merci infiniment, Dr Veil. Merci, Dr Major, pour votre présence donc ce midi avec nous. Je voudrais également en profiter pour remercier donc le groupe GPCE, le groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, à la technique aujourd'hui. Également notre partenaire d'affinité TD, sans quoi l'ensemble des activités auxquelles vous assistez au réseau donc, et à l'Université de Montréal ne serait pas possible, sans oublier bien sûr ma collègue Virginie Mesguich qui était en coulisses aujourd'hui pour me transmettre l'ensemble de vos questions. Vous voulez en savoir davantage sur les activités disponibles au réseau des diplômés et des donateurs, je vous invite à consulter le site internet réseau.umontréal.ca et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.